L'hiver noir a déjà été prononcé, pas comme une image, comme un avertissement. Quand Ibrahim Traoré parle d'un hiver qui arrive, il ne décrit pas le climat, il décrit une sélection. Les faibles disparaissent toujours. Cette phrase n'est pas morale, elle est mécanique. À Bamako, au milieu des chefs d'État, ce n'est pas un discours d'union qui a été livré, c'est une ligne de fracture. Être prêt, avoir les moyens, être fort ou sortir du champ de l'histoire, ce n'est pas un cri, c'est le résultat d'une accumulation. L'hiver n'arrive jamais par surprise, il est précédé de signaux ignorés, de feux éteints, de troncs arrosés pour qu'ils ne brûlent pas. Et pendant que certains tentent d'allumer le feu, d'autres versent de l'eau froide méthodiquement. Le problème n'est pas l'ennemi extérieur, il est connu, il est constant, il attend. Le problème, ce sont ceux qui deviennent des loups pour protéger les loups, ceux qui sabotent les montagnes avant qu'elles ne brisent le vent, ceux qui appellent frère quelqu'un qu'ils espèrent de voir tomber. L'hiver noir n'est pas une menace future, c'est une dynamique déjà enclenchée. Quand la guerre se déplace vers l'Afrique de l'Ouest, elle ne vient pas seule, elle arrive avec des voix qui divisent, des médias qui attisent, des discours qui normalisent la haine. Et pendant que les communautés se fissurent, d'autres prennent tranquillement les richesses. Ce qui est en jeu n'est pas un régime, ce n'est même pas un homme, c'est une question simple, brutale. Quand le froid sera total, qui aura un manteau et qui aura aidé à l'empêcher d'être cousu? Le feu n'a jamais manqué de bois. Il a manqué de silence. Chaque fois qu'un tronc est posé pour brûler, quelqu'un arrive avec de l'eau. Pas par erreur, par calcul, ce ne sont pas des opposants déclarés, ce sont des visages familiers, des voix noires, des mains qui connaissent le terrain et savent exactement où frapper pour que la flamme ne prenne pas. Ils ne s'attaquent pas au feu directement, ils attaquent en ceux qui l'allument, ils les ridiculisent, les salissent, les isolent, puis ils appellent cela débat. Ce mécanisme n'est pas nouveau, il est simplement redevenu visible. Quand quelqu'un refuse les signes extérieurs du pouvoir prédateur, les voitures de luxe, l'accumulation obscène, le ventre gonflé de privilèges, il devient une anomalie. Et toute anomalie doit être corrigée ou détruite. La critique ne vise pas les décisions, elle vise la légitimité d'exister. Tu n'as pas le droit d'être différent, encore moins d'être respecté. Ceux qui versent l'eau sur le feu parlent fort, ils crient à la démocratie pendant qu'ils ferment les yeux ailleurs. Ils dénoncent ici ce qu'ils excusent là-bas. La cohérence n'est pas leur objectif, la confusion l'est. Pendant ce temps, l'hiver avance, les médias deviennent des plateaux de division permanente, chaque phrase est une étincelle mal orientée, chaque insulte est la preuve d'une incapacité à penser. Quand l'argument disparaît, l'insulte prend sa place. Toujours. Ce n'est pas une dérive émotionnelle, c'est une stratégie de saturation. Diviser les communautés, créer des camps, transformer la jalousie en idéologie, normaliser la trahison comme opinion. Et pendant que les peuples s'épuisent à se détester, d'autres n'ont qu'à attendre. Ils savent que le froid fera le reste. La vraie question n'est donc pas qui a raison. Mais combien de feux faudra-t-il éteindre avant d'admettre que l'hiver ne se combat pas seul ? À un certain stade, la trahison cesse d'être un choc, elle devient une habitude. Quand des Noirs protègent les loups contre leur propre communauté, ce n'est plus une exception morale, c'est un système qui fonctionne, un système où l'on sabote les digues avant même que la tempête n'arrive. Ce qui frappe, ce n'est pas la violence annoncée de l'hiver, c'est la tranquillité avec laquelle certains s'y préparent contre les leurs. Ils ne disent pas « je trahis », ils disent « je critique », ils ne disent pas « je divise », ils disent « je donne mon opinion », mais chaque pierre retirée de la montagne affaiblit la protection collective. Chaque mot qui attise la jalousie prépare le terrain du sang. Le discours est toujours le même. Pourquoi lui ? Pourquoi pas moi ? Pourquoi avancer ensemble quand on peut faire tomber celui qui avance ? Ce réflexe n'est pas spontané, il est hérité, il est cultivé. Il est entretenu par des décennies de domination où le pouvoir ne s'obtient pas par construction, mais par élimination. Alors on préfère voir l'autre échouer plutôt que réussir avec lui. On appelle cela lucidité. C'est en réalité une peur déguisée. Quand quelqu'un tente de bâtir une confédération, certains n'y voient pas une protection. Ils y voient une menace à leur petite position, à leurs accès, à leurs privilèges invisibles. Ils oublient une chose, l'hiver ne fait pas de distinction personnelle. Quand le froid devient total, il ne demande pas qui a critiqué avec élégance, il ne demande pas qui s'est cru plus intelligent que les autres, il frappe. Et quand il frappe, il ne reste que deux types,
de survivants, ceux qui ont construit ensemble. Et ceux qui cherchent encore un manteau qu'ils ont aidé à déchirer, le panafricanisme dans ce contexte n'est plus un slogan, c'est une épreuve, une ligne de séparation entre ceux qui acceptent de payer le prix de l'unité et ceux qui préfèrent le confort temporaire de la division. La vraie question commence à apparaître clairement. Quand l'hiver sera installé, faudra-t-il accueillir autour du feu ceux qui ont tout fait pour l'éteindre, ou faudra-t-il accepter que certaines exclusions ne sont pas cruelles, mais vitales? À partir d'un certain point, il n'est plus possible de faire semblant. L'hiver cesse d'être une projection, il devient une expérience. Quand la guerre s'installe, elle ne demande pas la permission. Elle traverse les frontières mentales avant de traverser les territoires. Et l'Afrique de l'Ouest n'est plus une hypothèse, elle est une destination. Ceux qui parlaient encore hier de débats intellectuels commencent à compter les morts. Ceux qui jouaient avec les mots découvrent que le sang n'a pas d'idéologie, il coule simplement. Le chaos ne s'annonce jamais comme chaos, il s'installe sous le nom de désaccords permanents, de querelles inutiles, de rivalités personnelles transformées en cause nationale. Et pendant que les communautés se déchirent, les impérialistes n'ont rien à forcer, ils n'ont qu'à observer. Ils savent que lorsque les peuples s'entretuent, les richesses changent de main sans résistance. Ce mécanisme est ancien, il ne repose pas sur la force brute, mais sur l'épuisement interne, divisé jusqu'à ce que plus personne ne puisse se lever ensemble. À ce stade, il n'y a plus de neutralité possible. Faire semblant de ne pas voir, c'est choisir un camp, se taire, c'est autoriser. Relativiser, c'est préparer le terrain. Le plus dangereux n'est pas celui qui attaque ouvertement, c'est celui qui explique pourquoi il ne faut pas réagir, celui qui appelle au calme pendant que la maison brûle, celui qui accuse les résistants de provoquer l'incendie. Quand des chefs d'État se cachent derrière des médias pour décourager, insulter, attiser la haine, ils ne gouvernent plus, ils administrent le chaos. Et quand des populations commencent à prier pour que des terroristes tuent d'autres populations noires, ce n'est plus une crise politique. C'est une rupture civilisationnelle. À partir de là, les choix se réduisent drastiquement. Il n'y a plus 1000 options, il n'y en a que 2. Soit l'unité devient une discipline collective, douloureuse, exigeante, imparfaite, soit la fragmentation devient la norme et l'esclavage moderne une conséquence logique. Ce n'est pas une menace morale, c'est une équation. Une fois que le chaos s'installe, ceux qui survivent n'héritent pas de la liberté, ils héritent d'un marché où leur silence vaut plus que leur dignité. Quand l'hiver noir aura fait son œuvre, il n'y aura plus de spectateurs, seulement des survivants. Et les survivants n'auront pas le luxe de la naïveté, ils découvriront que certaines morts n'étaient pas accidentelles, que certaines divisions ont été entretenues, que certaines voix criaient si fort non pas pour alerter mais pour empêcher d'entendre. L'histoire est cruelle sur ce point, elle ne juge pas les intentions, elle juge les résultats. Pendant que les peuples s'entretuaient, les richesses ont été extraites discrètement, efficacement. L'or, les terres, les ressources ne crient jamais quand le sang coule ailleurs, elles changent simplement de propriétaire. Ceux qui auront survécu à la tragédie feront face à un choix final, un choix sans romantisme, soit comprendre enfin que l'unité n'est pas un sentiment, mais une architecture, une discipline, une renonciation à l'ego, soit accepter une nouvelle forme d'esclavage, plus sophistiquée, plus polie, mais tout aussi définitive, car après l'hiver, les empires ne reconstruisent pas. Ils administrent, ils proposent des solutions, des aides, des partenariats, mais toujours au prix de la souveraineté restante. À ce moment-là, ceux qui avaient appelé à la division expliqueront qu'ils n'avaient pas le choix, qu'ils ne savaient pas, qu'ils voulaient juste débattre. L'histoire ne les écoutera pas. Elle se souviendra seulement que lorsque le feu devait être protégé, ils ont cherché de l'eau. Ce moment est celui où la question devient insupportable. Faut-il continuer à appeler frère quelqu'un qui se réjouit secrètement de ta chute? Faut-il partager le manteau avec celui qui a vendu la laine? Le panafricanisme
ici, cesse d'être un idéal abstrait. Il devient une frontière morale. Après l'hiver, l'unité ne sera plus ouverte à tous, elle sera conditionnelle, exigeante, sans excuse, et ceux qui n'auront pas choisi à temps découvriront que certaines portes ne se rouvrent jamais. Ce qui se joue ne dépend plus d'un homme, même pas de ceux qui parlent le plus fort. La faiblesse est produite, elle est entretenue, elle est récompensée. Un système entier a appris au peuple que réfléchir collectivement est dangereux, mais se battre entre eux est acceptable. On a normalisé la jalousie, on a transformé la méfiance en vertu intellectuelle. Dans ce système, celui qui construit est suspect, celui qui détruit est brillant, celui qui unit est naïf, celui qui divise est lucide. Rien de tout cela n'est accidentel, les débats interminables, les insultes permanentes, les comparaisons stériles, tout cela a une fonction précise, empêcher la convergence. Quand les peuples commencent à se poser les bonnes questions, qui profite, qui gagne du temps, qui s'enrichit pendant que nous mourons, le bruit augmente. Non, toujours plus de plateaux, plus de spécialistes, plus d'indignation sélective. Ce système ne cherche pas à convaincre, il cherche à fatiguer, et quand la fatigue gagne, l'abandon devient rationnel, c'est là que l'hiver devient irréversible. Car une fois que la résignation s'installe, les chaînes ne sont même plus nécessaires, les peuples s'autocensurent, ils s'auto-limitent, ils appellent cela réalisme. Ce n'est plus l'impérialisme qui impose, c'est la peur qui administre. À ce stade, ceux qui refusent de cette logique sont accusés d'être dangereux, trop radicaux, trop exigeants, mais l'histoire montre toujours la même chose. Ce ne sont pas les modérés qui empêchent les catastrophes, ce sont ceux qui acceptent de rompre avec la normalité toxique. La question n'est donc plus de savoir si le système est injuste, la question est de savoir combien de temps encore il sera toléré avant que le coût humain ne devienne insoutenable. Et surtout, qui aura le courage de dire que certaines conversations doivent cesser pour que la survie commence. À partir d'ici, il n'y a plus de brouillard, seulement des trajectoires. La première est l'acceptation. L'hiver est reconnu. La menace est prise au sérieux. L'unité devient une contrainte, pas un slogan. Cela implique des sacrifices, des exclusions. Des règles claires, tout le monde ne sera pas invité autour du feu, pas par vengeance, par survie. Ce futur est dur, imparfait, conflictuel, mais il maintient une possibilité, celle de rester debout. La deuxième trajectoire est le refus, on nie, on relativise, on continue à débattre pendant que le froid progresse. Dans ce scénario, les divisions s'aggravent, les morts augmentent, les ressources disparaissent, et quand la réalité devient impossible à nier, il est déjà trop tard pour construire quoi que ce soit ensemble. Il ne reste qu'à obéir ou disparaître. La troisième trajectoire est la plus dangereuse, le silence. Ni acceptation, ni refus, juste l'inertie. Les peuples s'habituent à la violence de basse intensité, à la haine quotidienne, à la peur permanente. C'est le futur préféré des impérialistes, parce qu'il ne nécessite aucun effort. Dans les trois cas, le coût est élevé, mais il n'est pas réparti de la même manière. L'acceptation fait mal maintenant, le refus fait mal plus tard. Le silence fait mal toujours. Il n'y a pas de scénario sans perte, il n'y a que des pertes différées ou assumées, et ceux qui croient pouvoir rester au milieu découvriront que l'hiver ne reconnaît pas les positions intermédiaires. L'hiver noir viendra. Pas parce qu'on l'annonce, mais parce qu'il est déjà en mouvement. La seule chose encore ouverte n'est pas son arrivée, mais notre position quand il s'installera. Il ne demandera pas qui applaudissait, il ne demandera pas qui critiquait élégamment, il regardera seulement qui a construit et qui a saboté. À ce moment-là, les discours sur la démocratie, la morale, l'intention seront des luxes d'un autre temps. Il restera une vérité nue, on ne survit pas seul. Mais on ne survit pas avec tout le monde. Certains comprendront trop tard que refuser de choisir était déjà un choix. D'autres découvriront que l'unité n'était pas une émotion, mais une responsabilité lourde, exigeante, parfois cruelle. L'Afrique de l'Ouest n'est pas condamnée, mais elle n'est plus innocente. Chaque parole qui divise, chaque silence qui protège, chaque jalousie déguisée en intelligence pèse désormais sur l'issue. Il ne s'agit plus d'aimer ou de détester un homme, il s'agit de comprendre un mécanisme. Quand l'hiver est là, ceux qui ont empêché le feu de brûler ne peuvent de plus prétendre chercher la chaleur, et ceux qui ont continué malgré tout devront décider s'ils tendent encore la main ou s'ils ferment le cercle. 3 questions restent ouvertes. Êtes-vous prêt à payer le prix de l'unité ?
Êtes-vous prêt à perdre des conforts pour éviter l'esclavage? Êtes-vous prêt à regarder en face ceux qui souriaient pendant que le feu s'éteignait? Ce récit n'appelle pas l'adhésion, il appelle la lucidité. Et la lucidité, dans un hiver noir, est déjà une forme de résistance.